Salut la famille et bienvenue sur Animood, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Je souhaite bien entendu la bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints parce que vous êtes vraiment très nombreux à nous rejoindre en ce moment. Aujourd'hui, le sujet du jour, il est un petit peu particulier. C'est réservé à des personnes qui sont un petit peu aguerries dans le domaine de la terrariophilie puisqu'on va s'intéresser au terrarium communautaire. Il est content. Et pour la création d'un terrarium comme celui-ci, il va y avoir quelques règles à bien respecter. Nous-mêmes, on va faire très attention de bien les respecter. Déjà, la règle numéro 1, c'est de bien connaître les espèces que tu vas mettre à l'intérieur. Il n'est pas question de découvrir un animal et de le mettre directement dans un terrarium communautaire. Tu dois avoir la maîtrise de ces paramètres de maintien. C'est extrêmement important de même très bien la connaître au niveau du comportement. Ensuite, la règle numéro 2, ça va être de bien choisir les espèces que tu vas mettre à l'intérieur pour qu'elles aient des paramètres de maintien qui vont être les mêmes. Ça va te permettre de pouvoir leur créer un biotope qui correspond aux deux animaux. La troisième règle qui est très importante à respecter, ça va être de sélectionner deux animaux qui vivent à des zones différentes du terrarium. Là, nous, ça va être le cas. Donc, on va avoir une espèce qui est arboricole et une espèce qui est terrestre. Une fois que tu as ces trois règles qui sont bien dans ta tête, tu vas avoir deux chemins qui vont s'ouvrir à toi. Soit tu vas faire le choix de maintenir deux espèces dans ton terrarium et juste les maintenir, auquel cas il va falloir que tu fasses extrêmement attention à la prédation. Donc faire en sorte que tes animaux ne viennent pas se bouffer l'un l'autre, tu vois, ça serait quand même dommage. Ou alors, tu peux faire le choix de la création d'un écosystème. C'est ce que nous, on a choisi de faire, en tout cas, je vais t'expliquer. Et donc, dans la création d'un écosystème, là, la prédation va être un petit peu une solution. Mais la création d'un écosystème a beaucoup de défauts et c'est pour ça qu'il faut être très expérimenté. Dans l'autre cas aussi, hein, mais dans celui-ci, encore plus. Et pour la création de notre écosystème, notre choix s'est porté sur deux espèces. La première, c'est le Lepidodactylus lugubris. C'est un petit gecko d'une dizaine de centimètres qui va vivre environ 12 à 15 ans. Ce petit gecko, il a la particularité quand même de communiquer par des petits cris. C'est vraiment un langage de communication, c'est pas juste avertir ou intimider, c'est réellement un moyen de pouvoir parler avec ses congénères, c'est carrément cool. En plus de ça, il a la capacité, il a une capacité de reproduction qui est très particulière. Mais bon, de toute façon, tout ça, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Hein, il y a une partie qui est dédiée. Et en plus, ce petit gecko, il est nocturne, particulièrement craintif, mais malgré qu'il soit craintif, il est plein de courage dans son petit cœur. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention quand vous ouvrez les portes, parce qu'il arrive très souvent qu'il s'en rapproche pour essayer de se barrer. Et pour le deuxième animal dans cet écosystème, on a choisi le crabe vampire, mais on a choisi le Geocesarma hagen. Alors, celui-ci, c'est un crabe qui va mesurer à peu près 2 à 3 cm. Il a un comportement très territorial, il se bat très souvent avec ses congénères, mais vraiment très souvent, même des fois ça va tellement loin qu'ils finissent par s'arracher des pinces. Ne t'en fais pas, ça repousse à la prochaine mue, il n'y aura pas de problème là-dessus. C'est un petit animal qui va vivre environ 2 à 3 ans toute sa vie dans un écosystème comme celui-ci, ça posera pas forcément trop de problèmes. Et en plus de ça, c'est un animal qui va être nocturne. Alors, il est nocturne, mais c'est aussi un chasseur de proie très aguerri et plutôt opportuniste. Ce qui fait que tu vas pouvoir le nourrir à la pince, le voir sortir très souvent dans la journée, mais de toute façon, toutes les parties sur l'alimentation, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour finir avec ce petit crabe, je voulais juste vous parler un petit peu de ses couleurs parce qu'il a vraiment un rouge qui est magnifique, extrêmement vif. Il va exister dans plusieurs sélections et vous allez avoir des variations de couleurs entre le orange, le rouge et le noir qui vont être différentes sur toutes les parties de son corps. Donc ça permet vraiment de pouvoir choisir le crabe qu'on aime. Et du coup, pour la création d'un habitat avec un écosystème, ces deux espèces, elles sont vraiment idéales de maintien ensemble. Les Lepidodactylus, c'est des petits geckos du coup qui viennent d'Asie et qui ont été introduits par l'homme aussi en Amérique du Sud, et les crabes vampires, eux, viennent d'Indonésie en Asie. Ces deux espèces, donc les lépidos sont plutôt, eux, arboricoles, quant aux crabes vampires sont plutôt terrestres. En plus de ça, c'est deux animaux qui viennent d'un milieu qui est tropical humide. Donc c'est plutôt cool puisqu'on va avoir des températures dans le terrarium qui vont être de 25 à 26 degrés, c'est parfait pour les deux espèces, et un niveau d'hydrométrie qui va être de minimum
80% et ça c'est parfait pour les crabes vampires. En plus, on a envie de faire un paludarium dans ce terrarium, donc pour ça, on va créer une zone aquatique en bas de celui-ci, et cette zone aquatique, elle va être nickel pour les crabes vampires, sachant qu'en plus, la petite zone aquatique là, elle va être en low-tech. Pour pouvoir faire ce terrarium, on va forcément avoir besoin de matériel. Déjà, premièrement, le terrarium, bon bah ça, celui-ci, certains l'auront sûrement reconnu, c'est l'ancien des Lepidodactylus. Alors, on a fait quand même quelques petits changements, enfin surtout Alban a fait quand même quelques petits changements à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Alors déjà, on va avoir les plantes ont été dispatchées de manière un petit peu différente. Il y avait beaucoup de mousse sur cette racine-là, ça la mousse, on l'a enlevé. Les Neoregelia ont bougé, on a changé de place. Je sais qu'Alban a rajouté un pothos. Par contre, tout ce qui est Bucephalandra, Pantépiphyte, il n'y a pas trop touché. Hein. Si, un peu. Si, un petit peu quand même. Bon, voilà. C'est pas moi qui ai trop géré l'aspect plante de ce terrarium-là, donc je saurais pas vous dire exactement ce qui a changé à l'intérieur, mais je sais qu'Alban a mis les mains dedans. De toute façon, il y avait un gros coup de nettoyage à faire à l'intérieur. Un terrarium tropical humide, ça se salit vite. Tout ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Vous allez aussi avoir besoin, donc pour faire ce terrarium, d'un système de chauffage. Le système de chauffage est extrêmement important pour un terrarium avec les espèces dont on a besoin à l'intérieur, enfin dont on va mettre à l'intérieur. Et du coup, vous avez trois choix qui vont s'offrir à vous. Soit vous utilisez un cap chauffant, une lampe chauffante, le deuxième, ou alors le troisième, le tapis chauffant. Le cap chauffant, c'est pas forcément une bonne idée étant donné qu'on va mettre des crabes vampires. Les crabes vampires, ça s'enterre. Le cap chauffant, tu l'enterres aussi. Donc, ça risque de vraiment poser problème. C'est pour ça qu'on va pas utiliser de cap chauffant. On pourrait utiliser une lampe chauffante. Le problème, c'est qu'on veut un terrarium tropical humide. La lampe chauffante va venir assécher le terrarium. C'est pas vraiment une très bonne idée. C'est pour ça qu'on a choisi le tapis chauffant. Le tapis chauffant, nous par contre, on l'a placé à l'arrière. Effectivement, on a fait un fond de terra en mousse expansée. C'est censé être isolant, mais je vous rassure, c'est pas assez épais pour que ce soit réellement isolant. Donc, on arrive à obtenir une bonne température de 25 à 26 degrés à l'intérieur, comme je vous en avais parlé. Le tapis chauffant, ça va se présenter de cette manière-là. Vous voyez, c'est tout simplement un tapis tout noir. Il est déjà derrière le nôtre, comme je vous l'ai dit. Alban, il va vous montrer avec des petits plans. Et on l'a fixé avec du scotch, hein, tout simplement. Et ce tapis chauffant, ça va être très important de pouvoir venir le brancher à un thermostat, parce que le thermostat, lui, ça va être ton sauveur, crois-moi. Lui, en gros, quand tu vas venir brancher ton tapis chauffant, tu vas venir le programmer, hein, donc lui donner les réglages que tu souhaites. Et si tu souhaites qu'à l'intérieur de ton terra, il fasse entre 25 et 26 degrés, bah tu règles la température max à 26, la température minimum à 25, et il va avoir pour tâche, grâce à une petite sonde qui est à l'intérieur du terrarium, de venir contrôler la température et faire en sorte que quand la température est à 27 degrés, il éteigne le tapis chauffant, et quand on descend à 26 degrés, il rallume le tapis chauffant. Enfin non, j'avais dit à 26 degrés, il l'éteint, et à 25 degrés, il le rallume. Excusez-moi pour cette petite erreur. En attendant, au niveau des UV, ça aussi, c'est vrai que pour les Lepidodactylus, c'est parfois même très souvent conseillé. Nous, on a eu un retour ça fait 1 an, même plus de 2 ans qu'on les maintient cela. On a fait une expérience de retirer les UV, et très sincèrement, je ne trouve pas ça utile. Enfin, je trouve pas ça utile du tout. Beaucoup de mal à parler aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, nous, on a vraiment fait ce test-là. Donc, si vous supplantez en vitamine D3 derrière au niveau de l'alimentation, je vous expliquerai tout ça plus tard, il n'y aura aucun problème sur les UV, je vous rassure. De toute façon, nous, quand on en avait mis une, il s'exposait jamais aux UV. Donc, pour nous, pas du tout utile. Par contre, vous allez quand même avoir besoin d'une bonne lumière. Les Lepidodactylus et les crabes vampires, malgré qu'ils soient nocturnes, ils vont avoir besoin d'une photopériode. La photopériode, c'est tout simplement le fait d'assimiler un cycle qui va être jour et nuit. Et pour cette vidéo, la famille, on vous a dégoté une ramplette du futur. Laissez-moi vous la montrer. Ça vient de chez Terraled, donc vous l'aurez forcément compris, hein, cette vidéo est en partenariat avec Terraled, mais la marque c'est Ledstar. Laissez-moi vous dire que ces remplettes, elles sont littéralement incroyables. Déjà au niveau de l'emballage, ils ont pris un très grand soin d'emballer correctement leur remplette, et ça fait toujours plaisir. Il y a déjà les 2 petits fascicules de publicité par rapport à la marque. Bon, ça, je vais les mettre un petit peu sur le côté. Et la remplette, voilà. Oh là là, comment elle est trop bien emballée, c'est incroyable. Eh mec, c'est vraiment incroyable, mec. Je voulais juste, voilà, vous montrer le petit moment satisfaisant de la remplette. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça.
Oh là là, elles sont trop magnifiques. Je suis désolé, hein, mais là vraiment, moi je trouve que le design de ces remplètes, ils se sont vraiment appliqués là-dessus. Ça fait toujours autant plaisir parce que d'habitude on a droit des fois à des remplètes qui sont vraiment pas très esthétiques. Et là vraiment, ils ont pris un très grand soin là-dessus. Ça fait toujours très plaisir. En attendant, ces remplètes, elles fonctionnent aussi très bien. Elles ont un système d'éclairage qui est au top du top. On n'a pas reçu que celle-ci, on en a reçu 3 au total. On a déjà eu l'occasion de pouvoir en installer 2. Ça nous permet d'avoir déjà un aperçu de ce qu'elles sont capables d'envoyer. Et je vous le dis, vous êtes vraiment pas prêts. En ce qui concerne l'installation de cette remplète, c'est extrêmement simple. Donc déjà, j'ai fait mon petit raccord de câble. Comme tu peux le voir, j'ai connecté déjà le premier boîtier au câble ici et celui-ci. Donc la prise électrique, je peux le connecter directement là. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir la placer juste au-dessus. Voilà, au-dessus de mon installation. Parfait. Et une fois que c'est fait, je viens juste brancher mon câble. Alors, je vais avoir une prise de disponible où, moi? Sans trop galérer, je pense que je vais en avoir une juste là. Sans trop galérer, hein. Voilà. Eh bien, elle est déjà allumée en plus. Mortel! Et une fois que tu as installé ta remplète, tu vas devoir te munir de ton petit téléphone, puisque tu l'auras remarqué, hein, sur le fil, il n'y a pas d'interrupteur. Donc, tu prends ton téléphone, tu vas télécharger l'application AccuStar, et une fois fait, tu la lances. Tu vas juste avoir besoin de te connecter, et une fois que tu es dessus, comme tu peux le constater, tu vas avoir la possibilité de pouvoir installer toutes tes remplètes. Alors, bien sûr, les remplètes de cette marque, de la marque Let's Star. Nous, on en a reçu plusieurs, c'est pour ça que tu en vois déjà 2 qui sont installés. La première, alors, c'est celle qui va correspondre à celle-ci. Donc là, une fois que tu es dessus, tu vas avoir différents programmes. Ça, c'est vraiment la petite pépite. Tu vas avoir un truc qui va permettre de booster les plantes vertes, quelque chose qui va permettre de booster les plantes rouges. Tu auras remarqué, ça change les couleurs, ça permet de mieux les voir, ça permet de booster les couleurs, etc. et même de booster la plante en elle-même. Un programme pour les mousses, un programme pour les bucéphalandras et bien entendu, un programme pour un paludarium. La plupart du temps, on va rester sur celui-ci. Je sais que certains d'entre vous sont très tatillons sur les réglages. Eh bien, ne t'en fais pas, mon ami. Je vais me mettre en full on et bien sûr tu vas dans professionnel tout en bas et ça te permet de pouvoir régler exactement la puissance de chaque couleur puisqu'elle dispose à la fois de l'éclairage blanc, de l'éclairage bleu, l'éclairage vert et l'éclairage rouge. Ça te permet vraiment de pouvoir régler exactement comme tu le souhaites et tu as même la possibilité dans les réglages avancés d'aller pouvoir programmer le lever du soleil et le coucher du soleil. Je viens régler mon heure dans Sunrise, par exemple je veux que ça le lève à 9h et 15 minutes. Je veux que ça se couche à 20h et 30 minutes. Et le gradient, ça va permettre de pouvoir simuler le coucher et le lever du soleil en faisant en sorte que la lumière s'allume tout doucement. Donc là, tu vois, si je mets un gradient à 0,5 heures, eh bien, ça mettra 30 minutes le matin à s'allumer et 30 minutes le soir pour s'éteindre. C'est quand même pas une dinguerie. Enfin, franchement, je sais pas ce que vous demandez de plus, mais nous, on est ultra satisfait du matos. Et bien sûr, si vous aussi, vous êtes autant au kiff que nous sur ces remplètes, vous pouvez vous les commander directement sur le site de TerraLed. Je te mets un petit lien directement dans la description pour que tu puisses le trouver facilement. Une fois que tu es sur leur site, tu vas pouvoir sélectionner la taille de la remplète que tu veux puisqu'elle existe en différentes tailles. Ça va te permettre de pouvoir vraiment choisir celle qui te correspond en fonction de l'install que tu as chez toi. Ça, c'est le petit détail qui est quand même vachement cool. Par contre, une fois que tu l'auras ajouté à ton panier et juste avant de valider ta commande et de la payer, je t'invite à patienter un tout petit peu puisque pour toute la famille qui regarde cette vidéo, on vous a dégoté un code promo. Ce code promo, il va te donner droit à une belle réduction pour te commander cette magnifique remplète. Bien sûr, je remercie encore une fois énormément TerraLed parce que vous nous régalez toujours autant avec du matos de dingue. Là, c'est du matos de turfu qu'on peut connecter au téléphone. Moi, j'adore tout ce qui est gadget. Vous m'avez comblé, les frères. Alors, pour commencer la mise en place de cet écosystème, vous le savez, c'est un paludarium, ce n'est pas vraiment un terrarium. Habituellement, dans un terra qui est tropical humide, on va mettre une partie de drainage, généralement faite avec de la bille d'argile. Pour celui-ci, ça va pas vraiment être la même chose. Je vais utiliser en fait de la mousse. Hop là, de la mousse de filtration. Cette mousse de filtration, elle va me servir à relever mon sol, mais elle va aussi servir en fait de refuge bactérien pour servir de filtration pour toute la partie aquatique de ce paludarium. Et pour pouvoir justement mettre en place cette mousse de filtration, eh bien, je vais tout simplement aller la poser directement sur le fond. Elle ne fait pas vraiment toute la surface de ce terrarium, elle représente juste une seule partie, ça va être la partie où il y a mon sol.
Par-dessus, ensuite, je vais venir poser ce géotextile. Le géotextile, je vais surtout m'en servir pour faire une séparation entre ma filtration et mon sol et éviter que ma filtration s'encrasse trop vite. Et je fais en sorte que derrière et devant, ça revienne un petit peu pour toujours éviter que ma pince de filtration ne s'encrasse de trop. Je vous rassure, le géotextile, l'eau passe très bien à travers, ça posera aucun problème. Maintenant, histoire que ce soit un petit peu plus esthétique que cette espèce de grosse tache blanche qu'on voit ici juste en bas, je vais rajouter une espèce de barrière de pierre. Déjà, ça va permettre au crabe de pouvoir remonter et redescendre dans l'eau beaucoup plus facilement, mais en plus de ça, ça va être vachement plus esthétique. Et pour ça, je vais utiliser de l'Ocostone. L'avantage de l'Ocostone, c'est que ça se pète assez facilement. Relativement facilement, on vient d'en casser une, il y avait des morceaux, franchement ils étaient durs comme je sais pas quoi. Mais en tout cas, sinon on peut avoir des cailloux qui sont assez petits et de la taille qu'on veut, surtout assez fin, parce que du coup on cherche pas non plus à combler entièrement l'espace aquatique. Il faut quand même qu'il y ait de la place pour nos crabes si jamais ils veulent aller se baigner à l'intérieur. Donc je vais pouvoir placer mes pierres. Pour pouvoir les placer, alors j'en ai quand même 3 grosses, donc il va falloir que je les place correctement. Je pense que je vais mettre les 2 petites aux extrémités et la grosse, je vais venir la placer au milieu. Vous allez voir effectivement beaucoup de trous, on va voir à travers, c'est tout à fait normal. J'ai d'autres étapes avant de terminer de compléter ma barrière de pierre. Maintenant pour la partie terrestre, on va rajouter le sol. Et pour ça, on a choisi du sol technique tout simplement. Le sol technique, c'est plutôt cool parce que déjà, ça va venir baisser les minéraux qui sont dans l'eau et ça va me permettre de venir modifier un petit peu les paramètres et faire en sorte que mes crabes vampires ils soient au top une fois dans la partie aquatique. En plus, la mousse, je pense que tu l'auras remarqué, elle n'est pas très épaisse, ce qui fait que là, maintenant, quand je verse mon sol, je fais en sorte d'avoir quand même un beau dénivelé, mais je fais aussi en sorte d'avoir beaucoup de centimètres d'épaisseur, puisque là, mes crabes, ils vont venir s'enterrer à l'intérieur. Et en plus de ça, la partie aquatique, elle va déborder un petit peu dans le sol technique pour faire en sorte de l'inonder vraiment tout en bas. Maintenant que j'ai pu poser mon sol technique, on va venir finir notre barrière. La barrière, donc là, je vais venir cacher mes petits trous, mais je vais aussi venir par-dessus, faire en sorte que ça retienne un petit peu mieux mon sol et que ce soit un petit peu plus naturel, parce que si je mets des petits cailloux en bas et des gros cailloux en haut, pas très naturel non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais venir les placer, je fais en sorte déjà dans un premier temps en bas de combler tous mes trous pour plus qu'on voit le géotextile, et ensuite par-dessus, je vais venir les caler juste au niveau de mon sol et au niveau des grosses pierres pour faire en sorte que mon sol ne puisse pas aller dans ma zone aquatique. De toute façon, l'eau va venir un petit peu au-dessus de mes pierres pour faire en sorte que ça fasse une petite plage. Maintenant que j'ai, entre guillemets, terminé ma muraille de pierre, parce qu'elle est vraiment pas tout à fait terminée, je vais quand même rajouter 2-3 petites choses avec les racines que je vais mettre, parce que oui, effectivement, on va mettre quelques racines. J'en ai 2 que j'aimerais bien exploiter dans ce paludarium, c'est ces 2-là, et je trouve que c'est important de pouvoir mettre des racines dans votre eau, puisqu'en fait, il faut créer un maximum de zones qui vont ressortir à la surface de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai des lépidos qui sont arboricoles, je suis pas à l'abri du fait qu'ils puissent tomber, aller directement dans l'eau et finissent par se noyer. Pour ça, pour éviter ce problème-là, il faut que j'ai un maximum d'endroits dans mon eau où j'ai des branches qui ressortent et qui remontent à la surface pour que si jamais j'ai un lépido qui tombe dans l'eau, il puisse remonter et ressortir de l'eau le plus rapidement possible. C'est ce qu'il y a de plus important. Les crabes vampires, je m'en fais pas, ils vont pas se noyer, eux, il y a peu de risques là-dessus. Par contre, ils creusent, donc faut faire aussi attention avec vos pierres. Nous, c'est ce qu'on a fait. Calez-les bien, parce qu'il faut pas qu'ils puissent les déplacer ou quoi que ce soit, parce que ça reste des animaux qui vont creuser des galeries, donc faites très attention. En tout cas, les 2 racines que j'ai ici, du coup, pour les positionner, je sais que j'en avais une que je voulais positionner entre 2 pierres, histoire de pouvoir refaire, que ça soit beaucoup plus esthétique, parce que là, effectivement, c'est pas forcément très naturel. Je vais du coup retirer quelques cailloux que j'avais placés, je vais venir positionner ma première racine pour faire en sorte de cacher la fissure entre les 2 grosses pierres. Et ensuite, celles que j'ai retirées, je vais venir les dispatcher un petit peu autour, histoire que ça donne un côté un petit peu naturel. À l'opposé du terrarium, donc là on était côté gauche, côté droite, je vais venir mettre la 2e racine. La 2e racine, pareil, je vais devoir retirer quelques pierres pour pouvoir la caler correctement et faire en sorte qu'elle soit le plus stable possible. Et ensuite, les quelques pierres qui vont me rester, je vais les dispatcher un petit peu autour et au-dessus pour toujours donner un côté naturel. Là, franchement, je trouve qu'on a un côté qui est vraiment cool, qui est très naturel, surtout c'est ce qu'on cherche à faire dans ce paludarium et je suis carrément satisfait du résultat. Pour terminer, on va juste finir sur la partie aquatique, ça va être très simple, on va pas spécialement mettre énormément de décoration dans notre partie aquatique, on va juste venir mettre un lit de sable directement, donc ça va être du sable blanc tout simple, c'est celui-ci, il y en a vraiment très peu, on n'a pas spécialement besoin de venir mettre énormément de sable. Vous voyez, là je suis en train de mettre un quart de centimètre, vraiment c'est histoire de cacher la vide du fond et c'est
tout. Il n'y aura pas de plantation, il n'y aura pas de décor, il y aura juste du sable. Bon, et ben je sais pas pour vous, mais en tout cas moi pour le moment je suis plutôt satisfait du résultat. On va pouvoir passer à la mise en eau, et pour ça on a choisi une eau un petit peu particulière, mais bon ça je pense que si vous nous connaissez, vous commencez à avoir l'habitude. Déjà pour le remplissage, il va falloir choisir ton eau. Tu vas avoir le choix entre de l'eau qui est en bouteille, de l'eau de ton robinet, de l'eau osmosée, ou alors de l'eau d'un ancien aquarium. Nous, c'est la technique qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau d'un ancien aquarium, comme ça notre eau elle est déjà cyclée, le cycle de l'azote il a déjà été fait, elle est déjà chargée en bactéries, et on va pouvoir la mettre à l'intérieur, comme ça les bactéries vont venir coloniser ma masse de filtration, et ça va être le top. Mais on va pas mettre que de l'eau d'un aquarium, on va aussi utiliser de l'eau osmosée. Ça c'est de l'eau qui est pure, elle a été filtrée pour qu'elle se soit que de l'eau. Donc comme ça, celle-ci, elle va venir compléter mon eau d'aquarium sans changer les paramètres. Ou alors elle va venir les baisser mais légèrement. Ça va remonter tout seul au fur et à mesure du temps, et ça c'est le top du top. Donc là, l'eau, je vais pas forcément mettre 10 cm non plus. Je pense que honnêtement, j'estime à m'arrêter à 6-7 cm. Cette grosse pierre qui est au milieu, elle va être en dehors de l'eau. Enfin, le haut de la pierre va être en dehors de l'eau. Je veux pas forcément trop monter parce que je veux pas que ça vienne toucher mon décor que j'ai au fond. Ma mise en eau est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la dernière étape histoire de terminer complètement la décoration, parce que tu l'auras remarqué, le fond il est quand même vachement sombre. On va rajouter un petit peu de verdure dans tout ça. Par contre, la petite subtilité, c'est que malgré que 100% de ma plantation se fera à l'extérieur de l'eau, je ne vais utiliser que des plantes d'aquariophilie. Elles sont juste ici. Je vais déjà avoir 2 cryptocorines, donc j'en ai une qui est plutôt marron, une qui est vachement verte. Les cryptocorines, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est des plantes qui peuvent être un petit peu fragiles. Avec les crabes vampires, petit détail, n'utilisez pas des plantes auxquelles vous tenez. N'utilisez pas des plantes qui coûtent très cher. Les crabes vampires ont souvent tendance à défoncer les plantes, donc évitez de mettre des plantes auxquelles vous tenez, quoi. Enfin, mettez des plantes basiques. Donc là, les 2 cryptocorines, ça fonctionnera très bien. En plus de ça, petite histoire de rajouter un petit peu de couleur. En plus, ça pousse super facilement cette plante-là. C'est de la lobelia. C'est vraiment une dinguerie. C'est une plante que j'utilise souvent parce que je l'aime beaucoup, celle-ci en aquariophilie. Par contre, petit détail, on avait envie de tester de la gazonnante. Celle-ci, je la connais bien. C'est une plante qui pousse super bien en aquarium quand vous utilisez une méthode de dry start. En gros, vous mettez pas votre aquarium en eau, vous mettez tout votre sol, toute votre plante, vous mettez de ça et ensuite vous venez couvrir la surface de votre aquarium avec du papier cellophane. Ça va permettre de saturer le milieu en humidité, et celle-ci elle pousse très vite dans un milieu saturé en humidité. Un petit peu comme là-dedans quoi. Et pour finir, de la plante épiphyte, de la Bucephalandra. Alors nous, en ce moment, on aime bien, je sais pas pourquoi, mais on a des périodes comme ça, Bucephalandra, des fois on prend de la grande. Là, en ce moment, on est sur une période de petite Bucephalandra in vitro, donc on va mettre de la petite Bucephalandra in vitro dans notre terrarium. Bon. Maintenant que tout le monde est dans son terrarium, je vais pouvoir vous parler de l'alimentation, et sachez que tout ce beau monde a quand même un très bon coup de fourchette. Déjà, les Lepidodactylus, c'est des reptiles qui sont insectivores. On les nourrit très souvent avec des drosophiles qu'on supplante du coup en vitamine D3 ainsi qu'en calcium, puisque nous n'utilisons pas d'UV, ce qui fait que le calcium ne peut pas être assimilé. Il faut savoir que la vitamine D3, elle est produite naturellement par le corps grâce à la lumière UVB, mais si vous l'enlevez, il faut lui en rajouter puisque du coup, elle n'est plus produite naturellement. La vitamine D3 sert à fixer le calcium sur les os, sinon, sans ça, en fait, le calcium, il sert à rien, il est directement éjecté du corps. Pas très utile au final. En attendant, les crabes vampires, eux, ils sont très morphales, mais c'est surtout qu'en fait ils sont carnivores, ils vont manger des aliments qui sont carnés, donc on peut les nourrir avec des insectes vivants. On va aussi surtout les nourrir nous tous les jours avec des croquettes Icari spécialement faites pour les crabes vampires et les autres crustacés. Donc ça c'est tous les jours, et de temps en temps on leur donne une petite proie, histoire que ça booste un petit peu les couleurs et que ça leur fasse bien plaisir. J'ai pas dit, pour les Lepidodactylus, en termes de microgrillons ou en termes de drosophiles, ça on le fait à peu près tous les 2 à 3 jours. Ça fait qu'il y a à peu près 2 à 3 nourrissages par semaine.
On évite de trop le faire, sinon les mémères elles finissent par être un petit peu énormes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il faut aussi savoir que les Lepidodactylus, s'ils sont là, c'est en tant que prédateurs vis-à-vis des crabes vampires. Ils vont pas aller s'attaquer aux crabes vampires qui sont adultes. Eux, ils sont bien trop gros, il n'y aura pas de problème là-dessus. Par contre, quand on aura une reproduction que les crabes vampires vont faire énormément de petits, et bien du coup les Lepidodactylus vont venir les taper, quelques-uns, ceux qui sont un petit peu trop aventureux. Ça va permettre de réguler tout ça, c'est un petit peu les prémices d'un écosystème. Si tout vient bien, c'était le chemin qu'on avait choisi. En ce qui concerne la reproduction des différents spécimens qu'on a à l'intérieur, sachez que pour les lépidos, c'est le petit côté particulier de ce lézard que j'adore. Il est capable de parthénogénèse. La parthénogénèse, c'est la faculté de pouvoir se reproduire sans spécimen mâle. C'est-à-dire que les femelles vont pouvoir pondre des œufs sans qu'ils soient fécondés par un mâle, et ces œufs vont donner naissance à de nouveaux petits lugubris, mais qui sont l'exacte copie conforme de la mère à chaque fois. Malheureusement, cette petite particularité a quand même pour effet de finir par épuiser les souches, puisque la diversité des différentes rencontres qu'on est amené à faire et des différentes reproductions qui s'en découlent permettent de diversifier la génétique et faire en sorte que celle-ci se renforce. Si jamais on finit par toujours se reproduire avec les mêmes gènes, ces gènes vont finir par s'atténuer et ça appauvrit la génétique. C'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, par exemple, à titre vraiment indicatif, il ne reste même pas 1% de spécimens mâles dans le monde. Enfin, c'est une estimation, on n'est pas sûr, mais c'est une estimation. Donc c'est quand même dommage. Sinon, par rapport aux crabes vampires, il faut savoir que cela, c'est très important d'avoir un prédateur si jamais vous comptez les avoir dans un terrarium pour très longtemps. Il faut savoir que ces petits crabes vampires vont se reproduire par saison, donc plusieurs fois dans l'année, c'est pas continuel tout le temps, toute l'année, et ils vont faire énormément de petits. Comptez au moins plusieurs dizaines, des bonnes dizaines, voire une très bonne centaine. Ça fait vraiment énormément de petits. Effectivement, dans un terrarium comme celui-ci, il va finir par y avoir du cannibalisme, puisque les parents vont finir par bouffer les petits, tout simplement, les gros mangent les petits, mais il y en a quand même beaucoup qui vont survivre, parce qu'ils vont partir se cacher. Je sais que dans celui-ci, il va finir par y avoir beaucoup de cachettes, puisque là, c'est qu'un début au niveau des plantes, on compte en rajouter à l'avenir, ça va vraiment faire beaucoup de cachettes. Les lépidos vont aussi être là pour pouvoir réguler, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc vous voyez, c'est quand même important d'avoir un prédateur si on les maintient longtemps, dans le même terrarium, si on compte pas changer régulièrement de terrain et augmenter au fur et à mesure du temps. De toute façon, si vous voulez en savoir plus pour chacune de ces espèces, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont dédiées pour chacune d'entre elles, puisqu'on a réalisé des tutos sur le Lepidodactylus et un tuto sur les crabes vampires. Et pour l'entretien, sachez qu'un terrarium comme celui-ci, donc un terrarium tropical humide, ça a quand même tendance à s'encrasser assez vite. C'est pour ça qu'il va falloir mettre les mains souvent dedans. Les plantes vont pousser très vite, déjà parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup du coup d'éléments à récupérer pour les plantes pour pouvoir pousser, mais c'est surtout qu'on a une rampe LED qui est vraiment boostée aussi pour les plantes. Donc effectivement, ça va pousser vite, il va forcément falloir faire de la taille très souvent. La mousse par contre, elle, à chaque fois qu'on va aller la tailler, parce que là la mousse, on a fait vraiment un gros ménage dedans, on va attendre que ça se recolonise tranquillement et que ça reprenne beaucoup d'ampleur. Une fois que ça aura repris beaucoup d'ampleur, là on va refaire de la taille dedans. La taille qui va se faire, on va la laisser vraiment tomber au fond du terrain, on n'y touchera pas, histoire que ça commence à faire un petit tapis au fond aussi. Les crabes vampires, ça, ils en raffolent vraiment de la mousse, ils vont venir la bouffer et tout ça. Je vous ai dit, les plantes, faut vraiment pas mettre des plantes auxquelles vous tenez, donc vous mettez vraiment les plantes les moins chères et ils s'en contenteront largement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Aussi, il va forcément falloir arroser très souvent votre terrarium. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous le faites manuellement, je vous conseille de le faire toutes les 2, 3, 4 heures, ça va dépendre du terrain, de comment est-ce que l'humidité s'évacue de celui-ci. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser un arrosage automatique. Nous, le terrarium là, on va le brancher sur un arrosage automatique très prochainement. Il faut juste qu'on rachète des bus parce que celles qu'on a, elles sont largement pourries. Si jamais d'ailleurs vous avez une marque à nous conseiller pour des bus de terrarium, ça nous intéresse énormément. Mettez-le nous directement en commentaire. Je pense que je les testerai directement en vidéo. Il y a de grandes chances qu'on fasse ça. L'arrosage qu'on va réaliser ici, ça va être très court, mais très régulièrement, c'est-à-dire qu'on va faire une petite pulvérisation toutes les 2 heures, histoire qu'il y ait continuellement en arrosage, que la mousse soit continuellement arrosée et que les plantes et les Lepidodactylus et les crabes vampires puissent continuellement profiter d'un environnement saturé en humidité. En ce qui concerne la zone basse du terrarium, tu l'as remarqué, c'est comme un petit aquarium cette zone-là. Je vous ai dit que ça fonctionnait en low-tech, c'est vrai, la partie filtration derrière va permettre d'aider au niveau de la filtration, mais il y a de la pollution qui va forcément se créer à l'intérieur. Déjà, le cycle de l'azote, effectivement, nous, on l'a un petit peu contré grâce à une petite technique de mettre une eau qui est déjà cyclée à l'intérieur, mais les masses de filtration, elles, ne l'étaient pas. Donc, il va falloir qu'on surveille
de très près cette partie aquatique avec des tests très régulièrement. On va faire des changements d'eau aussi très régulièrement le temps que tout ça se stabilise. Et une fois que tout sera stable, on pourra faire un changement d'eau une fois tous les mois à peu près. C'est du low-tech, mais c'est du semi-low-tech aussi. Vous voyez, c'est du low-tech, mais il va falloir quand même qu'on mette les mains dedans histoire que tout soit bien sécurisé à l'intérieur. C'est pas tout à fait un écosystème complet. Ça reste les prémices d'un écosystème pour le moment en tout cas. Pour les vitres, comme je vous l'ai dit, le terrarium tropical humide, ça va très vite s'encrasser. Les vitres, je vous conseille de les faire le plus fréquemment possible. Le top, c'est vraiment limite si vous pouvez faire les vitres tous les jours, genre tous les jours vous passez un petit coup, histoire que la crasse n'ait pas le temps de se mettre et tout, je vous conseille vraiment de le faire. Parce que sur le fond là du terrarium, ça va vraiment très vite. Alban, il le faisait pas forcément toutes les semaines au début, on voyait bien que ça s'encrassait. Depuis qu'il le fait très régulièrement, je vous assure, les vitres elles sont tout le temps clean et franchement c'est un véritable plaisir. Pareil, si vous voulez éviter les traces blanches sur vos vitres, je vous conseille d'utiliser de l'eau osmosée ou alors de l'eau qui a été 100% déminéralisée, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser que de l'eau osmosée. De l'eau déminéralisée fait parfaitement le taf. Il faut savoir que les taches, elles sont présentes à cause du calcaire et s'il n'y a pas de minéraux dans l'eau, le calcaire peut pas se fixer, donc ça ne fait pas forcément de taches. Voilà, c'est la petite nuance à bien comprendre, mais de l'eau osmosée, ça fonctionne à mort de ouf, surtout sur un arrosage automatique, ça évite de trop encrasser les buses. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. Là, ce contenu aujourd'hui, il était court, mais il était intense en information. Je vous avoue qu'avec Alban, le temps de fabriquer tout ça, là, on est claqué. Mais vraiment claqué. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu as des petits conseils à donner aux autres pour faire un terrarium communautaire, n'hésite pas à le donner directement en commentaire. Si jamais tu as aimé ce type de vidéo et que tu en veux encore plus, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner. Tu peux même lâcher un pouce bleu si vraiment la vidéo t'a fait kiffer. Tu vas aussi pouvoir t'abonner sur les réseaux TikTok, Instagram et Facebook pour venir regarder des vidéos et des photos de tous les animaux qu'on a au studio. Et bien sûr, si tu as envie de nous aider un petit peu plus à pouvoir réaliser des vidéos de meilleure qualité, à pouvoir entretenir tous nos animaux, nous aider dans l'alimentation de tous nos animaux, enfin bref, nous aider dans notre projet de dingue, eh ben écoute, tu peux te rendre sur notre boutique en ligne où tu vas trouver plein de designs différents, choisir le produit que tu préfères, le frame que tu préfères et pouvoir porter les différents designs qui ont été réalisés par Art by Ja. Un énorme merci à elle. La famille, moi là, je vais rentrer chez moi, je vais aller me pioter mais direct. Ça me fait toujours autant plaisir par contre de vous retrouver toutes les semaines. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 11h. C'était Matt sur Animaux, je vous fais des bisous. Ciao!